Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces parcours que vous avez évoqués devant la Commission. En votre qualité, comme je le disais, d'acteur important de notre histoire nationale, vous êtes l'une des personnes qui connaissent le mieux certains événements qui se sont produits dans le pays. Je me permets de poser peut-être une première question par rapport à l'évocation des années 90, 92. Vous avez parlé d'outrance et d'excès de la conférence nationale. J'ai noté mot à mot les expressions que vous avez utilisées. Pouvez-vous être un peu plus explicite sur ce point? Non, merci Monseigneur. Ce n'est pas moi qui utilise outrance, et c'est la justification de la commission mixte paritaire qui a été installée quelque temps après l'arrestation de Kofigo. On a voulu revenir sur tout ce qui paraissait excessif à la conférence nationale. Ceci dit, il y a peu de leaders de l'opposition qui osent dire réellement que la conférence nationale a parfois été de travers. Mais il faut le reconnaître qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises. Parce que si nous ne le reconnaissons pas, demain peut-être, nous aurons à connaître les mêmes difficultés. La conférence nationale, dans son ensemble, est un succès. On ne peut pas dire que ce n'est pas un échec à 100%, parce que c'est sur ces acquis que nous vivons un peu aujourd'hui, cas un cas, dans le cadre d'un certain nombre de principes démocratiques, respect des droits de l'homme et marche difficile, mais vers un développement plus solidaire, parce que ça c'était les grandes lignes de la conférence nationale. Donc ça c'est à l'actif de la conférence nationale. Au passif, une conférence nationale doit faire en sorte que tout le monde puisse être représenté. Nous n'avons pas fait l'effort nécessaire pour que tout le monde fût représenté convenablement. Les ministres du RPT qui étaient dans la salle ont passé vraiment des moments difficiles. C'était devenu une sorte de cour de justice. Et c'était devenu une sorte de forum où on anathématisait constamment. On jetait l'anathème sur le camp d'en face. Et lorsqu'on a vu le ministre Agbéome Kodjo pleurer, on en a fait une chanson. On en a fait une chanson. On n'a pas compris qu'il y aurait peut-être de l'émotion chez des êtres. On n'a pas, un moment, pas nous qui étaient à quelques mètres devant moi, un jour a dit, tout ce que vous faites ici, vous le paierez. Il ne savait pas que j'écoutais. Tout ce que vous faites dans cette salle, vous le paierez. En laissant un sentiment de frustration à ceux qui ont été une occasion de frustration pour nous. Ils ont été une occasion de frustration pour nous, mais il ne fallait pas
se séparer en les laissant aussi sur un sentiment de frustration. Ils étaient prêts à intervenir à la fin. Et c'est parce que nous avons eu l'information à filtrer que nous avons accéléré le rythme, si M. Keteoulu se rappelle peut-être, et que c'est à 3 h du matin qu'on a choisi le Premier ministre, et que nous sommes sortis dans la salle vers 3h30, 4 h du matin, avec une forte mobilisation de nos amis et partenaires, les jeunes et tout ça qui sont venus encercler l'hôtel, parce qu'eux aussi ils ont ouï dire que les militaires s'apprêtaient à venir balayer tout ça. À mon avis, c'était aussi une erreur d'avoir enfourné 1200 personnes dans cette salle où finalement nous tombions malades les uns après les autres, parce que même si cette pièce était climatisée, cette foule qui vivait en permanence dans cette salle, dès qu'il y a quelqu'un qui avait un rhume un peu costaud, toute la rangée avait le rhume le lendemain, parce que l'air ne circulait pas convenablement dans cette pièce, et tout ça contribuait à l'énervement. Parfois on n'en a pas conscience, mais à participer à l'énervement de la salle. Nous avons fait cette erreur. Pourquoi? Parce que je crois que le code qui était 1 à l'époque n'était pas encore 2. Le code 1 craignait beaucoup le monde rural. Parce que la conférence nationale avait été faite sur la base d'un certain nombre de choses, des associations, les partis politiques, les religieux, le monde rural. Alors, je crois que le code 1 redoutait beaucoup le monde rural. Parce qu'on était parti de l'idée que ce sont des gens qui étaient tous acquis à Yadema, que le chef m'excuse, que les chefs qui doivent conduire le monde rural sont tous acquis à Yadema, et que les représentants du monde rural tous étaient acquis à Yadema. C'était faux au RPT. C'était faux. Parce que les rencontres privées que nous avons pu avoir avec plusieurs représentants du monde rural montraient clairement leur désir aussi de voir les choses évoluer et changer. Parce que on voulait conserver une sorte de majorité dans la salle, on a enfourné des associations qui se sont créées, certaines en 2 heures. Certaines associations ont été créées en 2 heures. J'en ai une preuve. Puisque le ministre Agobli, que vous avez tous connu, qui a disparu dans les conditions tragiques que nous savons, Agobli voulait aller à la conférence nationale, où d'ailleurs il a joué un grand rôle, notamment pour les questions militaires. Agobli voulait aller à la conférence nationale, mais pas dans le cadre d'un parti. Il n'avait pas encore formé son association, le fameux Caldan. En 2 heures, Agobli a formé, il avait déjà les statuts, il est parti les déposer au ministère de l'Intérieur, puisque c'est nous qui étions aux commandes. On lui a donné tout de suite un récépissé, et 2 heures après, le Caldan était sur la liste de ceux qui devaient aller à la conférence nationale. Et ça a été comme ça pour de nombreuses associations. Donc ça aussi, on aurait dû prendre modèle sur le Bénin. 350 personnes bien choisies, qui ont réfléchi aux problèmes de la nation, qui étaient capables de discuter une constitution. Vous savez comment on a adopté la constitution? À main levée. Êtes-vous pour le régime parlementaire? Ceux qui sont d'accord lèvent la main. Ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui s'abstiennent, on décompte. Quels sont ceux qui sont pour le régime présidentiel? On lève la main, on décompte.
Qu'est-ce qu'ils sont pour le régime semi-présidentiel? C'est comme ça qu'on a adopté la Constitution, qui était la chose qu'on aurait dû faire en priorité. Mais pressé par le temps et les menaces sur la conférence nationale, c'est ce que nous avons fait. Donc je dirais que il y a ces erreurs et puis il y avait une volonté à la conférence nationale un peu de, ce soit peut-être les outrances et les trucs, d'amenuiser complètement le RPT, sinon de le voir ne participant à rien du tout. Alors ça aussi, c'était pas tellement normal. Voilà, Monseigneur, je crois que je n'ai pas oublié quelque chose d'important. Merci pour cette réponse qui clarifie les choses, les idées à notre niveau. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je donne la parole à la vice-présidente. Merci, Monseigneur. Excellence, Monsieur le Premier ministre. On construit l'avenir en tenant compte du passé. Et en me référant à la conférence nationale, je suis heureuse que vous, en tant que leader, vous nous disiez ce qui était acquis comme positif, mais également des erreurs qui pourront aider pour le futur. Nous y étions à la conférence. L'impression qu'on avait, c'est qu'il y avait des accusés, jugés, condamnés, sans défense et sans parole. Mais je voulais savoir, est-ce qu'avec le temps de recul, les objectifs que vous aviez pour proposer la conférence nationale, à savoir un peu de démocratie, le respect des droits de l'homme, etc., avec le temps de recul, pensez-vous que les gens poursuivaient les mêmes objectifs que vous ou avaient d'autres objectifs inavoués que vous ne saviez pas, avec le recul? Merci. Merci, Madame la vice-présidente. On se connaît très bien et vous savez dans quelle estime je tiens vous-même et votre famille. Donc, ce que vous me posez comme question est une question très importante. Quand on est dans un groupement aussi divers, on ne peut pas être tous sur le même degré de connaissance d'un certain nombre de choses. On ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde. Probablement qu'il y avait des gens qui voulaient, à travers la conférence nationale, faire un passage en force. Probablement. Je ne peux pas donner des noms, ni dire celui-ci voulait ceci, celui-ci voulait cela. Mais maintenant, avec le recul, on peut imaginer cela. Beaucoup imaginaient la conférence nationale comme un tremplin pour devenir président de la République. D'aucuns imaginaient la conférence nationale comme quelque chose qui devait permettre au Togo de basculer dans un système plus socialiste. Ça aussi c'est possible. Mais dans l'ensemble, nous voulions quand même la démocratie, les droits de l'homme et l'alternance. Nous le voulions. Nous voulions l'alternance sans fusil. Parce que si quelqu'un vient me trouver moi et de me coller pour dire que il faut faire l'alternance avec une armée, il sait que je ne donnerai jamais mon accord. Si nous avions pu réussir à faire venir le président et Adema à l'ouverture et à la clôture, si nous n'avions pas jeté l'opprobre sur Monseigneur Kodjro parce qu'il a été rendre compte dès le début à
au président Yadema, ce qu'il aurait dû continuer à faire malgré les critiques acerbes qui ont été dirigées contre lui. Parce qu'on a bien vu comment Kérékou a réagi, mais Monseigneur de Souza allait le voir tout le temps, aplanissait les chemins du Seigneur. C'est le temps de l'Avent chez nous, les catholiques. Il fallait combler les vallées et polir les bords des choses. Nous n'avons pas su utiliser Yadema lui-même pour faire au pays des progrès. C'est un homme qui a peut-être attendu. Il a peut-être attendu. J'étais l'un des plus farouches partisans de ce qu'on devrait donner des garanties au chef d'État. Qu'on ne peut pas avancer si nous ne disons pas au chef d'État, quel qu'il soit, que lorsque tu n'es plus chef d'État, tu n'auras plus rien du tout. C'est en assurant une respectabilité au chef de l'État que vous voulez voir partir, en lui assurant un certain nombre d'avantages qui existent dans les pays beaucoup plus démocratiques que les nôtres, que la personne peut se dire, bon, c'est un changement de système que ces messieurs veulent, ce n'est pas ma liquidation physique et personnelle que ces messieurs vivent. Donc il y a cette espèce de doute, vous trouverez rarement des gens qui acceptent de partir. Il y a des cas encore aujourd'hui sur le continent africain. Des chefs d'État qui sont prisonniers de leur place. C'est le cas de Mugabe, par exemple. Lorsque ce que vous ouvrez comme perspective à un chef d'État, c'est la prison, le jugement à la Cour internationale de justice ou chez Moreno Ocampo là-bas, ou la mort, lorsque vous ouvrez ces perspectives au chef d'État, il refuse de partir, il se dit il vaut mieux que je reste ici, on va voir ce qu'on va voir. Surtout que lui était accoudé à une armée qui n'était pas négligeable. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre.